La pluie avait rendu le trottoir comme un miroir brisé. Une petite main, maigre, poing fermé autour d'un ours en peluche déchiré, trempait dans une flaque. Le bruit des voitures était loin. Plus près, un cri qui n'avait pas la prétention de la victoire, mais la vérité d'un appel. « Papa !» Le nom sortit plus comme une question qu'une certitude. Personne n'aurait parié que sous le porche doré de l'hôtel particulier de la rue des Ormes se cachait ce soir-là une enfant abandonnée. Alexandre Marchand rentrait plus tôt que prévu. Sa soirée avait été écourtée par une réunion qui s'était éternisée, par des chiffres à régler et des tiges de politesse à couper. Il passa devant le portail sans regarder. Puis le cri le retint, comme si quelqu'un tendait un fil qui venait jusqu'à lui. Il s'arrêta. La petite était là, collée au fer forgé, une capuche trop grande et des chaussures trempées. Son peluche avait un œil manquant. Son visage, mouillé, roulait entre défi et épuisement. Il la prit dans ses bras d'un geste maladroit, sentant l'odeur de savon bon marché sur ses cheveux et la chaleur froide d'une nuit qui avait trop duré. Elle se blottit contre lui comme on se blottit contre une falaise. « Lila !» dit-il à voix basse, comme pour vérifier que le nom existait encore. Elle répondit par un hoquet et un petit sanglot qui se tut aussitôt par peur de faire davantage de bruit. La porte de la maison s'ouvrit sur un autre monde. L'immense hall, habituellement trop calme, résonnait d'une musique lourde, filtrée par des rideaux tirés. Rires, verres qui s'entrechoquent, voix étrangères qui se perdaient dans des murs couverts d'or et de tableaux. Sur une table haute, des restes de canapé, des bouteilles ouvertes, des serviettes chiffonnées. Le foyer d'Alexandre n'était plus une forteresse de sobriété. C'était un lieu où l'on venait, où l'on partait, où l'on cachait. Camille Marchand apparut dans le seuil d'un salon. Si on devait dresser une carte des apparences, elle en serait le compas. Soignée, sourire prompt, regard qui calcule. C'était la sœur d'Alexandre, celle que la ville connaissait comme la maîtresse de maison, la reine des réceptions, la protectrice officielle du clan. Elle prit Lila dans ses bras avec l'énergie d'une actrice qui accepte un rôle. Ses yeux, cependant, trahirent une discipline froide, une évaluation rapide, situation maîtrisée, dégâts mesurables. « Tu n'aurais pas dû sortir seule », dit Camille. Sa voix n'avait pas d'accusation explicite, elle avait la précision d'un bistouri. Lila se cramponna davantage au col d'Alexandre, comme pour empêcher l'usage des mots. Alexandre sentit une rage née d'une surprise plus ancienne que la colère. « Comment » demanda-t-il à son propre silence. « Avait-on pu laisser une enfant périr ainsi aux marges de leur foyer ?» La domestique, Rosa Benoît, arriva en tremblant, un manteau serré autour d'elle. Rosa avait 20 ans de maison dans les épaules. Elle avait vu des chapeaux, des modes, des fortunes flotter et des amours se glisser comme l'eau. Sa loyauté était discrète mais solide. Lorsqu'elle regarda Lila, quelque chose chez elle se fendit. Rosa ne parla pas tout de suite. Elle posa d'abord une main contre la nuque de l'enfant, un geste plus ancien que la parole, vérifier si le front était chaud, si la respiration était régulière. L'intérieur de la maison n'était plus seulement bruyant, il sentait la dissimulation. Les rideaux étaient fermés pour que la lumière ne dévoile pas ce qui se passait derrière eux. Des couloirs habituellement immaculés portaient l'empreinte d'allers-retours nocturnes, bouteilles vides, cendriers, traces de talons sur des tapis immaculés. Alexandre marchait avec l'incertitude de quelqu'un qui redécouvre un territoire qu'on lui a volé. Il y eut un repas improvisé, soupe tiède pour Lila, une couverture sèche. Alexandre resta là, éveillé à la mesure de sa culpabilité. Il avait adopté Lila 4 ans plus tôt, lorsque sa femme était morte. Elle avait été, disait-on, la respiration qu'il avait trouvée dans une maison qui ne savait plus rire. Il l'aimait avec la difficulté des hommes qui disposent de tout, sauf de temps. Et ce soir, ce qui lui fut donné à voir le brisa. Non seulement l'enfant avait été mise dehors, mais l'intérieur de sa maison, la maison qui devait être un refuge, semblait en proie à une mécanique organisée. Il n'y eut pas de grandes déclarations. Les mots échangés furent courts, tranchants, souvent dissonants. Camille expliqua d'un ton mesuré que Lila avait fugué, qu'elle avait été surprise quand l'avait retrouvée dans la rue et qu'elle avait été remise à la sécurité. Alexandre sentit l'excuse comme un voile effilé qui ne protégeait rien. Il demanda des précisions. Les réponses se perdirent en formules. On s'occupe, ce sont des adultes. Nous ne pouvons pas expliquer tout ce qui se passe à un enfant. Lila regardait, paisible mais sur le fil. Elle ne posait pas de questions. Elle mesurait la distance entre ce qu'on lui disait et ce qu'elle avait vécu. Après le repas, Alexandre commença à parcourir la maison avec Rosa à ses côtés. Il voulait voir. Voir pour un homme comme lui était à la fois un privilège et une cage. Voir signifiait pouvoir agir, mais voir signifiait aussi laisser entrer la vérité, parfois plus douloureuse que l'ignorance. La chambre où Lila avait dormi autrefois était intacte. Les jouets soigneusement rangés, un petit bureau, des livres d'eau usés, des traces d'une enfance tenue. Mais d'autres portes, d'autres pièces, trahissaient une autre usage. Une porte débouchait sur un appartement privé, que Camille avait loué à l'intérieur même de la maison. Des rideaux lourds, des œuvres d'art dissimulées, et surtout une sorte de salle de réception convertie en arrière-salle. C'était un lieu où la musique couvrait les pas,
et où les visages restaient flous. Alexandre passa sa main sur une table encore tiède. Une étiquette collée à un billet de 100 € pendait comme un vestige. Il sentit son estomac se nouer. Rosa, qui n'avait pas l'habitude de parler en dehors de la cuisine et du ménage, sortit un carnet de dessous sa veste, un petit cahier à couverture noire, bordé de notes écrites serrées. Ses mains tremblaient. Elle posa le carnet sur la table, comme on dépose une confession. « J'ai pris des notes, dit-elle, en regardant Camille. J'ai peur, mais l'enfant... » Sa phrase resta suspendue. Le reste n'avait pas besoin de mots. Alexandre prit le carnet. Les pages étaient méthodiques. Date, heure, description sobre. À certains endroits, des mots étaient soulignés. Il y avait des listes de noms qui semblaient être des rendez-vous, des montants, des adresses de voitures, des photos collées, très petites, prises à travers les rideaux parfois, montrant silhouettes et gestes imprécis. Des fichiers audio étaient mentionnés, des enregistrements numérotés, conservés sur des clés USB cachées dans un tiroir prévu à cet effet. Il y avait aussi des messages, des extraits de conversations, des instructions. Le tout formait une machine administrative, froide, qui documentait une pratique organisée. Pour la première fois, Alexandre vit la maison comme un organe malade, où quelque chose d'autre avait pris le rôle principal. Il sentit la naïveté de son propre aveuglement. Comment avait-il pu, avec toutes ses ressources, manquer les signaux? Les fêtes, les allées, la clientèle inconnue, tout restait flou derrière la façade de normalité qu'on présentait au monde. La confrontation qui s'ensuivit ne fut pas théâtrale. Alexandre, calme mais précis, commença à demander des comptes. Il posa des questions qui cherchaient moins à accuser qu'à cerner les contours de l'affaire. Camille répondit d'abord par l'omission, des phrases qui évitaient l'horizon. Elle parlait du besoin de maintenir la réputation de famille, du rôle de la maison comme source de revenus accessoires, de la difficulté de contrôler les visiteurs. « Nous n'avons jamais mis en danger un enfant, dit-elle, d'un ton ferme, mais ses yeux étaient mobiles. Alexandre remarqua, dans un coin de son regard, la fuite d'un sanglot qu'elle sut contenir. Rosa, elle, parlait autrement. Elle raconta, d'une voix basse, des moments où elle avait surpris des portes entr'ouvertes, des voix à hauteurs étranges. Elle décrivit la manière dont Camille s'était prise un jour à parler d'arrangement, pour la maison, en chuchotant, tandis que Lila jouait sur le palier. Rosa parla de regards que l'enfant n'aurait pas dû voir, de paroles murmurées qui transformaient la maison en théâtre pour adultes. Elle avait noté, comme on note le temps qu'il fait, des dates où des inconnus entraient, restaient, payaient, puis repartaient. Alexandre laissa les notes s'étaler devant lui comme une carte. Il pensa au soir passé à la salle de bain, à sa fille qui venait se blottir contre lui, à ses promesses silencieuses. Sa première impulsion fut de tout détruire. Sa seconde, plus froide, fut d'organiser la vérité. Il appela un avocat. Mais il savait que l'affaire dépassait la simple logique d'un procès familial. Ce qui se jouait, c'était l'honneur et la vie d'une enfant et la machine sociale qui protégeait les puissants. La nuit n'était plus seulement pluie, elle était aussi question. Lila dormait enfin, la tête posée sur un oreiller trop moelleux, serrant son ours mutilé. Son sommeil était léger, par bout. Elle se réveillait parfois, fronçait le nez, cherchant un visage familier. Alexandre restait éveillé, à la fenêtre, regardant les éclairages lointains d'une ville qui continuait de respirer, indifférente. Il sentit la fragilité de son propre empire. On peut tout construire, se dit-il, et voir un enfant errer sur le seuil, comme si rien n'avait d'importance. Au matin, il fit venir quelqu'un qui n'appartenait pas au monde des comptables et des conseillers, l'inspecteur Luc Morel. On dit parfois que la justice est un rouage froid. Luc ressemblait plutôt à un homme qui avait appris à écouter les bruits du monde. Il arriva sobre, sans fausse compassion, avec l'air d'un homme qui connaissait la distance entre le cri et la preuve. Il demanda des faits, des noms, des dates. Il regarda Lila avec une douceur professionnelle qui n'était pas feinte. « Nous allons protéger l'enfant, » dit-il. Ce n'était pas une promesse miraculeuse, mais une méthode. Luc ne fit pas de grands gestes. Il posa des questions précises à Alexandre. Comment et quand l'enfant avait disparu, qui avait accès aux clés de la maison, qui gérait les règlements. Il expliqua le circuit légal avec une sécheresse rassurante. Procédure de plainte, saisie des éléments de preuve, chaîne de garde des fichiers, possibilité de perquisition, demande d'ordonnance de protection pour l'enfant. Il nota les éléments fournis par Rosa, prit les clés USB, étiqueta les photos et demanda des copies. Il savait qu'une chose était essentielle, documenter, ordonner, préserver. Pendant que Luc travaillait, Rosa murmura des détails qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Elle expliquait où elle avait caché les fichiers, comment elle avait pris des photos avec un téléphone dont elle avait dissimulé l'objectif, comment elle avait noté des plaques d'immatriculation sur des petites fiches. Les preuves étaient brutes, mais elles avaient la force de la constance. Alexandre, en les écoutant, sentit sa colère se transformer en une résolution nette.
Il ne voulait plus seulement protéger Lila, il voulait que la maison cesse d'être un lieu d'ombre. Elle souriait aux journalistes potentiels qui n'avaient pas encore trouvé sa façade. Elle parlait d'erreurs, de mécompréhension et de la nécessité de garder l'intimité pour préserver la famille. Sa posture tenait du théâtre de bonne facture, maîtrise, charme, réticence. Mais ses mains commençaient à trembler lorsque l'inspecteur mentionna la possibilité de perquisition. La culture du silence qui avait occupé les pièces pendant des années ressentit sa première fissure. Alexandre fit installer des caméras dans les zones publiques de la maison, non pas pour espionner, mais pour établir des faits. Il engagea un pédagogue pour l'enfant, une thérapeute pour les premiers entretiens, un avocat pour préparer l'instruction. Luc demanda que l'on ne publie rien tant que la procédure n'était pas engagée. Il insista sur la nécessité d'une chaîne de preuves claire et inattaquable. La justice est lente, parfois cruelle, dit-il, mais elle est la seule qui protège l'enfant sans rendre la famille juge. Pour garder Lila à l'abri, Alexandre décida de l'installer temporairement dans une aile moins visible de la maison, où des fenêtres donnaient sur un jardin qu'il n'avait pas pris le temps de regarder depuis des années. Il fit remplacer les rideaux lourds par des voilages clairs. Il acheta une nouvelle peluche, un ours aux coutures intactes, et la plaça sur le lit de Lila comme une promesse maniable. Lila accepta l'ours, le trouvant presque suspect, mais elle le caressa longuement avant de l'adopter. Cette scène simple, presque banale, pesait davantage que toutes les réunions d'affaires. Le carnet de Rosa devint le pivot d'une stratégie naissante. Il y avait dans ces pages une logique. Date, adresse, montant. Alexandre feuilleta, cherchant une clé. Il trouva des mentions répétées. Salon privé, entrée tardive, paiement direct, des numéros de téléphone tronqués, des initiales. Il y avait aussi un enregistrement, un petit fichier audio d'une voix qui négociait sans craindre la décence. Rosa expliquait qu'elle avait validé la copie sur une clé USB qu'elle avait cachée dans le double fond d'une boîte à épices. L'idée de montrer ces éléments au grand jour était tentante. L'idée de le faire sans procédure l'était tout autant. Pendant ce temps, la rumeur commençait à palpiter dans un quartier moins illuminé de la ville. Un voisin avait vu une petite silhouette sur le perron. Un livreur avait murmuré avoir entendu des pleurs. Les réseaux sociaux, ces filets sans maître, ne s'étaient pas encore emparés de l'affaire, mais un téléphone avait commencé à sonner dans un bureau de rédaction. Alexandre refusa les interviews. Il ne voulait ni lynchage public, ni justice par image. Il voulait des preuves. Luc, l'inspecteur, organisa une visite formelle, prélèvement, interrogation de témoins, enregistrement scellé. Il fit comprendre que l'enquête allait suivre son cours et que la maison, avec tous ses secrets, serait traitée selon les règles. « Nous ne sommes pas ici pour salir des noms, » dit-il doucement. « Nous sommes ici pour protéger une enfant. » Sa chambre, son sommeil, ses jouets, tout devait être préservé dans la forme la plus immaculée possible. Camille, dans l'intervalle, se montrait de nouveau dans les salons, réconciliatrice. Elle multipliait les conversations, souriait aux voisins, invitait des amis à dîner. Alexandre vit dans ce ballet une tentative de normaliser ce qui devait être interrogé. Il laissa faire, mais il commença aussi à interroger les aides de la maison. Les réponses étaient souvent préparées. Tout est sous contrôle, je n'ai rien vu, nous sommes une grande famille. Pourtant, Rosa observait autre chose, et petit à petit, d'autres voix timidement se mirent à lui répondre. Une femme de chambre, un ancien maître d'hôtel, livrait des dates, des observations minimes mais concordantes. Il y eut, au milieu de ces journées de paperasse et de veille, des instants d'une douceur presque indécente. Alexandre lisait des livres à Lila, ses doigts traçant des images sur les pages, ses yeux cherchant à lire non seulement les mots, mais le calme qui venait. Il la couvrit, la regarda manger, se fit sourire pendant un repas rétabli. Ces scènes servirent de rappels essentiels. Au centre de toute procédure, il y avait une petite fille qui apprenait à respirer à nouveau. Puis vinrent les premières questions qui firent tomber l'impudeur sur la maison. Comment définir la responsabilité d'une sœur? Jusqu'où la complicité silencieuse s'étendait-elle? Camille se présentait comme la gardienne d'un foyer parfois chaotique, une femme qui avait dû prendre des décisions pour maintenir la dignité sociale de la famille. Alexandre, lui, n'acceptait plus qu'on lui vende l'image du chaos comme excuse. « La maison est notre responsabilité », déclara-t-il avec une fermeté qui sonnait comme un verdict. Personne ne place un enfant devant une porte et pense ensuite que cela passera. Il n'avait pas dit les mots de condamnation. Il n'en avait pas besoin. Sa voix tenait l'espace. La tension monta. Des appels anonymes, puis des menaces voilées. Certains comptes liés à la maison menaçaient de livrer des images compromettantes. D'autres évoquaient des alliances.
Alexandre se rendit compte que l'affaire ne serait pas seulement une bataille dans le bureau d'un juge, elle risquait de se transformer en une guerre d'opinion, de réputation, où la vérité serait triturée. Son désir de préserver Lila le poussa à accepter la lente mécanique de la loi plutôt que les éclats faciles de la vengeance. Un après-midi, Luc revint avec une demande précise. Il voulait formaliser la saisie des objets et des données. Il demanda une liste d'invités qui avaient accès à certaines pièces, des copies de factures et le nom des fournisseurs qui avaient livré des boissons et du matériel. Le pouls de la maison battait désormais au rythme des horloges administratives. Alexandre sentit la puissance et la faiblesse de cet état de fait. Il était puissant assez pour élargir la procédure, mais impuissant devant la lenteur exigée par la prudence. Le point tournant survint quand Rosa, une fois encore, apporta un élément inattendu, une photo envoyée par un téléphone que personne ne reconnaissait. La photo montrait une porte entrebâillée, l'éclat d'une montre, un reflet dans le verre d'un couloir. Ce n'était pas spectaculaire, c'était une trace, mais c'était une trace directe. Alexandre la prit, la regarda longtemps et sentit une montée de détermination brutale. Il comprit qu'il ne s'agissait plus d'espionner la réputation, mais de mettre en sécurité un enfant et d'empêcher que d'autres n'entrent dans ce cercle. Alors que l'enquête s'organisait, que les documents s'empilaient, que la maison se refermait sur une nouvelle forme de transparence, un événement imprévu fit tout basculer vers l'inconnu. Un numéro inconnu sonna sur le téléphone familial. La voix, à peine modulée, offrit un avertissement. « Vous bougez trop vite », dit-on. Le message n'était pas une menace directe, mais il avait la saveur d'un rappel. La chaise de la puissance vacillait toujours, et ceux qui s'y assoyaient pouvaient se défendre autrement que par des mots. Alexandre regarda la photo encore une fois, puis posa sa main sur l'ours de Lila. Il pensait à la suite des jours. Perquisition, interrogatoire, garde à vue possible, procès, accusation. Il pensait à Rosa, à Camille, à Luc. Il pensait à l'enfant qui dormait, et à l'idée qu'on pouvait, avec des preuves et du temps, rendre à un enfant ce que la négligence lui avait pris, un espace sûr pour grandir. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment la vérité éclatera et ce que la justice peut faire pour réparer ce qui a été brisé. Les jours qui suivirent devinrent un ballet mécanique de rendez-vous et d'attente. Des scellés furent posés sur des tiroirs, des clés USB furent photocopiées, des témoins furent auditionnés dans la sobriété d'un bureau. L'inspecteur Morel plaça des scellés sur une pièce pendant qu'Alexandre regardait, le cœur battant, persuadé que ce moment scellait la fin d'une certaine impunité. Mais il connaissait aussi la lenteur des institutions. Ce qu'on scellait aujourd'hui devait survivre aux manipulations et aux pressions qui suivaient. Il fallait une chaîne de preuves impeccable. La sœur Camille réagit. Elle contacta des avocats, fit circuler des communiqués, tenta de contrôler le récit. Sa stratégie était simple. Nier l'intention criminelle, parler d'erreur, invoquer la complexité des vies et l'humanité faillible. Mais la profondeur des notes de Rosa, leur soudaine cohérence, réveilla d'autres éclats, des visages, des dates, des petites fiches collées dans les marges d'un carnet. À mi-chemin d'une nuit, où la pluie se fit moins dense et la ville plus attentive, Lila se réveilla en pleurant. Alexandre accourut et la trouva dans un coin, serrant l'ours contre sa poitrine. Elle prononça un mot, simple, presque muet. Pourquoi ? Alexandre n'eut pas de réponse immédiate. Il essuya ses larmes, lui fit un lait chaud et lui conta, maladroitement, une fable sur une petite fille qui retrouvait sa maison. Lila l'écouta, fixant les taches de lait sur la cuillère, cherchant quelque chose de concret dans les images que son père improvisait pour elle. Le matin suivant, l'inspecteur Morel revint avec une décision importante. Avant toute mise en scène publique, il fallait consolider un dossier pour la poursuite. Il fallait un angle clair, des éléments qui tenaient face à la dénégation. Alexandre accepta la lenteur une fois de plus, mais déclara qu'il ne resterait pas spectateur. Il demanderait des comptes et il mettrait son argent, son temps et sa visibilité au service de cette vérité. Il n'avait pas choisi d'être un saint, il avait choisi d'être un père. La tension monta un cran. Un rendez-vous clandestin fut organisé par Camille avec certains de ses contacts pour tenter de négocier un silence. Alexandre le sut par une note glissée dans le carnet de Rosa. Une adresse, une heure, des initiales. L'idée d'affronter ces gens directement frôla son instinct primaire. Il pensa à l'option plus dangereuse, la confrontation publique. Et puis il pensa à Luc, à la nécessité d'une action qui ne donnerait pas aux accusés l'occasion d'effacer des traces. Il eut un moment où tout semblait suspendu. Alexandre, Luc, Rosa et Lila se retrouvèrent assis autour d'une table, tandis que la lumière d'un matin pâle filtrait à travers des voilages. Chacun mesurait la portée de la décision à venir.
Lila regardait les adultes avec la concentration d'un juge en formation. Rosa faisait des gestes minuscules, organisant les tasses comme si cela pouvait protéger l'enfant. Luc posa alors la question qui allait orienter la suite. « Voulez-vous que nous sécurisions la preuve et engagions une procédure, ou voulez-vous un règlement en dehors du tribunal ?» Alexandre regarda la photo, pensa au téléphone anonyme, sentit la fragilité et la force d'une décision. Il pensa à Lila qui avait crié son nom sous la pluie. Sa voix fut basse, mais nette. « Nous allons suivre la loi. Nous allons tout faire dans les règles. Pour Lila, pour la maison, pour que cela ne se reproduise pas. » Luc acquiesça. Il connaissait le prix de cette voix. Il savait que certains noms seraient brisés, que des carrières pouvaient s'effondrer, que des alliances se déferaient. Mais il savait aussi que c'était la seule voie qui préserverait la dignité de l'enfant et la valeur de la justice. Le plan se mit en marche. Des convocations furent préparées, des demandes de perquisition furent rédigées. Rosa donna un dernier détail. Une vieille boîte métallique, cachée derrière un faux panneau, contenait des notes plus compromettantes encore, plus précises, plus ciblées. Alexandre sentit l'air se faire plus lourd, comme un rideau qu'on tire avant une scène. Les pièces s'alignaient, le temps devenait l'allié et l'ennemi. Et puis, juste avant que le matin s'affirme en totalité, un coup frappa à la porte. Camille entra, essoufflée, comme si elle venait de traverser une rue. Ses yeux ne cherchaient pas la vérité, ils cherchaient la supériorité. Elle posa une main sur l'épaule d'Alexandre, sourire forcé. « Alex, voyons, dit-elle, peut-on régler ceci en famille ?» Derrière elle, ses portes demeuraient closes, la musique muette, mais la maison continuait, quelque part, à respirer une autre nuit. Alexandre se leva. Il regarda Camille sans la surprise d'autrefois. La décision qu'il avait prise n'était pas qu'une stratégie, elle était un engagement. Il posa sa main sur la boîte métallique que Rosa avait indiquée. Luc observa la scène sans un mot. Lila, au loin, jouait avec l'ours presque neuf, ignorant la décision qui bientôt ferait trembler un monde d'adultes arrangés. La porte de la salle se referma doucement, mais la vie qu'elle enfermait était déjà en train de changer. La porte se referma, et avec elle la vie qu'il connaissait. Pourtant, quelque chose avait déjà commencé à se fissurer dans la façade. Une mécanique qui auparavant avait réussi à masquer des nuits entières d'allées et venues, de clients anonymes et de silences achetés, commençait à se désassembler sous le poids d'une suite ordonnée de preuves. Alexandre sentit ce basculement comme une pluie qui devient torrent, irrésistible, inéluctable. Le matin apporta de gestes de protection concrets. Luc n'était plus seulement l'homme qui prenait des notes, il était devenu le chef d'une chorégraphie policière. Il prépara des réquisitions, demanda des perquisitions ciblées, obtint l'accord d'un procureur pour saisir des comptes et bloquer des transferts. Chaque document emporté par les agents était étiqueté, scellé, inscrit dans un registre. La précision administrative devint une armure contre la rumeur. Si la maison était une scène, la procédure imposait désormais des règles à tous ceux qui voulaient manipuler l'histoire. Alexandre observait, parfois impuissant, parfois brûlant d'une colère froide. Il se retrouvait à glisser entre des rôles qu'il n'avait jamais envisagés. Père vigilant, garant d'une réputation, procureur privé, et compagnon fragile pour une petite fille qui se réveillait au monde comme quelqu'un qu'on venait d'arracher au bord d'un précipice. Dans les moments de silence, il se demandait combien de fois il allait fermer les yeux par confort. Rosa voyait ces moments-là, et sans dramatiser, lui tenait la main comme on rattache une coquille à une corde. Les premières perquisitions eurent lieu un mardi. Les agents entrèrent sans tapage, comme on épure un lieu de ses mensonges. Ils prirent des carnets, des téléphones, des feuilles, des fichiers. Ils sortirent des enveloppes scellées, des tickets, des carnets d'adresses. Là où la maison brillait d'objets coûteux, la logique n'était pas le luxe, mais l'organisation. Notes de rendez-vous, comptes rendus chiffrés, factures payées en liquide, traces d'achats faits au nom d'une société écran. Dans un tiroir, soigneusement plié, une liste de codes et d'initiales, que Luc confia à un analyste de la brigade financière. « On remonte tout », dit-il simplement. Camille fut interrogée. Sa stratégie, jusqu'alors, avait été d'arborer la surprise et de prodiguer des excuses calculées. Face aux enquêteurs, elle tenta d'abord la coopération feinte. Mais la chaîne d'éléments présentés contre elle formait une trame trop serrée pour les lacunes qu'elle proposait. Des virements bancaires rattachés à un compte qu'elle gérait, des courriers électroniques envoyés depuis son adresse, des messages vocaux sauvegardés qui correspondaient aux dates consignées dans le carnet de Rosa, tout revenait à des actes qui ne pouvaient se réduire à une simple mauvaise gestion. La première garde à vue fut courte mais déterminante. Les enquêteurs ne cherchaient pas à écrire une tragédie publique, ils cherchaient à établir des faits. Camille garda sa pose jusqu'à la fin, mais l'épuisement fissura sa comédie. Elle fit des appels, envoya des messages, chercha des protections. Certaines voix, habituées à recevoir ces magnifiques réceptions, se dérobèrent. Les amis se couchent tôt quand la lumière du scandale pointe. L'affaire prit cependant des détours que personne n'avait totalement prévus. Plutôt que d'aller immédiatement à la presse, Luc proposa une tactique différente. Approcher les personnes dont la présence dans la maison avait été régulière, mais sans les lyncher publiquement. Il savait qu'une divulgation incontrôlée risquait de nuire à l'enfant et d'entacher la procédure. Sa méthode fut de cadre légal, convocation, audition sous serment et, surtout, rencontre confidentielle avec les conjoints de certains visiteurs.
Il laissait ainsi à ces derniers le choix de répondre, de confronter, de se retirer. Ces rencontres étaient des scènes brèves et pénétrantes. Dans un bureau discret de la police, une femme d'une 50aine d'années entra, le visage fermé. Son mari, un dirigeant d'entreprise discret, figurait sur plusieurs notes trouvées dans des carnets. Luc posa des pièces sur la table, reçu, entrée horodatée, et, plus que tout, une photo où l'on discernait une silhouette entrant dans l'aile privée de la maison. Il laissa les objets parler. La femme pleura d'abord, puis demanda à partir seule. Quelques jours plus tard, son départ fut annoncé sans grand bruit. Un divorce discret, des charges pour rupture de contrat moral que le dirigeant reconnaissait à demi-mot. Alexandre ressentit alors la complexité de la chute d'autrui. Pour qu'un coupable tombe, souvent plusieurs vies ordinaires se délient. Un autre épisode prit des allures de confrontation publique. Un architecte connu, aux réceptions mondaines, fut confronté à ses agissements par des preuves bancaires, puis par son conseil d'administration. Les conséquences furent sévères, mais procédurales. Suspension de fonction, enquête interne, annonce d'une démission. Luc respecta la règle d'or qu'il avait imposée dès le départ, laisser la loi et les institutions suivre leur cours. Il savait que la vengeance médiatique aurait été une consolation courte et dangereuse. Pendant ces semaines, la protection de Lila resta la priorité. Alexandre institua un quotidien fait de petites choses réparatrices. Le matin, un pain chaud et une compote que Lila mangeait comme une ritualité certaine. L'après-midi, des séances de jeu avec une pédagogue qui amenait des poupées et des livres. La soirée, une lecture lente des histoires inventées où chaque personnage retrouvait sa maison. La thérapeute, une femme douce au regard précis, observait les micro-signaux. La peur au moment des portes qui grincèrent, l'hypervigilance face aux pas, les réveils nocturnes. Son travail n'était pas spectaculaire, il était un assemblage patient de gestes, de mots répétés et de permissions à ressentir. Elle nomma des choses simples. Tu peux avoir froid, tu peux pleurer, ce n'était pas de ta faute. Lila, avec la lenteur d'une plante qui reprend racine, répondit. Rosa, dont le carnet avait tout déclenché, devint plus que jamais un pilier. On la vit entrer les mains pleines de provisions, préparer des repas que Lila acceptait plus volontiers, lui chanter des chansons de son enfance. Sa loyauté n'était plus seulement une question d'ancienneté, c'était un choix éthique devant lequel tout opérateur moral de la maison devait s'incliner. Elle donna des témoignages détaillés, expliqua ses hésitations passées, parla de peur et de courage entremêlés. Luc la protégea en la mettant sous statut de témoin coopérante, et elle se sentit pour la première fois depuis longtemps légitime. Camille, entre-temps, tenta plusieurs manœuvres pour reprendre l'initiative. Elle fit d'appel à des conseillers en communication, tinta des messages aux amis influents, menaça de révéler des secrets compromettants qui pourraient salir ceux qui s'étaient retirés. Mais partout où elle tentait de manipuler la situation, la chaîne d'éléments rassemblés par Luc et Alexandre résistait. Les fichiers audio sécurisés, les transferts bancaires, les étiquettes temporelles des accès à la maison formaient un squelette de vérité difficile à ignorer. Même les menaces se perdirent dans le dessin froid d'une comptabilité qui racontait, sans dramatisation, des faits. Une journée resta gravée dans la mémoire collective du foyer, la confrontation des proches. Luc demanda qu'on convoque, dans une salle sans faste, un certain nombre de personnes, épouses, partenaires et proches qui pouvaient légitimement demander des comptes. Ce n'était pas un théâtre public, c'était une procédure contrôlée. On plaça devant chaque invité un dossier scellé. Il y avait là des factures, des extraits de comptes, des photos, des extraits audio. Luc prit la parole sans grandiloquence. « Nous sommes ici pour vous présenter des éléments établis. Vous aurez ensuite la liberté de choisir ce que vous faites de ces éléments. Nous protégeons une enfant. » L'impact fut immédiat. Plusieurs couples se défirent, des amitiés se rompirent, des entreprises lancèrent des enquêtes internes. Alexandre éprouva un soulagement mêlé de peine. La chute des autres faisait chuter aussi des vies appartenant à des personnes qui, parfois, ne savaient pas tout. La stratégie de Luc fit naître un mouvement de vérité en chaîne. Les uns confessèrent, les autres se défendirent. Certains quittèrent la ville pour un temps. D'autres restèrent, mais la plupart perdirent un confort social construit en parallèle d'une transgression. Les médias, au même moment, commencèrent à flairer une histoire, mais Luc veilla. Les fuites furent contrôlées, les communiqués ciblés. Lorsqu'enfin une conférence de presse eut lieu, elle fut organisée par le parquet et lieu d'annonce formelle. Perquisition, garde à vue, éléments d'enquête, mesures de protection prises pour l'enfant. La tonalité se voulut judiciaire, non sensationnelle. Alexandre, présent dans la salle, sentit la honte et la libération mêlées. La maison n'était plus une forteresse d'impunité. Elle était un objet d'enquête enraciné dans la société. Camille fut mise en examen pour des charges liées à l'exploitation et à la mise en place d'un système lucratif. L'annonce fit l'effet d'un dégel, des soutiens s'éclipsèrent, des alliances se rompirent, des verres restèrent sans toast. Elle perdit progressivement la place qu'elle occupait dans les cercles qu'elle fréquentait. Certains, touchés financièrement ou moralement, cherchèrent des compensations. La justice suivit son cours, lente et implacable, plus préoccupée par la méthode que par l'émotion. Alexandre n'éprouva ni triomphe ni haine.
Il ressentit simplement la lourdeur de l'air qui retombe après la tempête. Et puis il y eut des imprévus. Des fichiers impossibles à localiser disparurent. Des personnes sollicitées par la défense firent volte-face. Une clé USB fut retrouvée dans un sac qu'on croyait détruit. Des tentatives de déstabilisation apparurent. Menaces anonymes, intimidations ciblées sur des salariés de la maison. Luc, prévoyant, mit en place des mesures de sécurité renforcées. Escorte, surveillance, protection juridique renforcée pour Rosa et pour les témoins clés. Il proposa aussi, avec une franchise rare, un conseil à Alexandre. N'essayez pas de mettre votre main sur ceux qui vous menacent. Laissez-nous faire. Laissons la loi les atteindre. Alexandre, malgré son désir de justice immédiate, accepta. C'était la promesse qu'il avait faite à Lila. Ne pas transformer la maison en tribunal des passions. Au milieu de ses bureaux, audiences et pliages de papier, la vie domestique avança par petites touches. Lila recommençait à dessiner. Ses dessins n'étaient pas explicites. Des maisons, des soleils, des mains qui se tenaient. Parfois, elle traçait des fleurs et demandait des explications sur leur nom. Alexandre se surprit à apprendre à planter, à arroser, à bêcher les angles d'un petit carré de terre qui, auparavant, lui semblait un détail décoratif. Ils plantèrent des marguerites, des tulipes, un petit rosier. Chaque geste, tenir la pelle, poser la main sur la terre, devint un rituel de reconstruction. Des voisins, apprenant par bruit discret, offrirent quelques plantes. Rosa se mit à chanter parfois, entre deux préparations de repas, des refrains qui bouleversaient plus que les discours. La transformation la plus difficile fut sans doute morale et relationnelle. Les relations au sein de la famille se déchirèrent davantage que les tissus ne le laissaient voir. Des oncles prirent parti, d'autres restèrent silencieux. Certains amis demandèrent du temps, beaucoup disparurent. Alexandre fit le choix de ne pas chasser quiconque. Il voulait purifier la maison, pas la remplir d'une vengeance ostentatoire. Sa volonté fut de rendre la demeure à l'enfant, non pas de ériger un monument de représailles. Le procès, lorsque vint le temps de la procédure pénale, fut marqué par une solitude routinière. La salle d'audience restait froide, austère. Les témoignages furent déposés dans un cadre légal, les avocats firent leur travail, la défense chercha des failles, l'accusation aligna des preuves. Luc, présent à des auditions, continua de défendre la façon dont l'enquête avait été menée. Méthode, traçabilité, respect des droits. Alexandre, lui, restait souvent à l'écart, accompagnant Lila chez la thérapeute, corrigeant ses devoirs, lui apprenant à lasser ses chaussures. Il s'investit davantage dans l'intimité que dans l'estrade publique. Pour lui, le verdict n'était pas seulement celui qui tomberait d'un juge. C'était le petit sourire que Lila consentirait à reprendre un soir en regardant la fenêtre. Il y eut un moment qui fit baisser la garde des approches. Camille, dans une tentative tardive d'innocence, écrivit une lettre publique où elle demandait pardon, parlant d'erreurs et de pressions invisibles. Certains l'écoutèrent avec empathie, d'autres eurent une réaction de colère froide. Alexandre lut la lettre en silence. Il sut que la peine ne se prêtait pas par des mots, mais par des actes. Le procès continua. L'inspecteur Luc, discret héros du dossier, n'eut pas la satisfaction d'une fin triomphante. La justice fit ce qu'elle posait. Des inculpations, des mises en examen, des enquêtes internes chez certains employeurs. Quelques figures connurent des conséquences administratives et sociales. Suspension, enquête, départ. Mais la route judiciaire restait longue et incertaine. Alexandre continua de répéter qu'il voulait la loi pour ce qu'elle était, une voie imparfaite mais nécessaire. Alors que la tempête judiciaire grondait, l'apaisement intérieur de Lila progressait à petits pas. Elle accepta d'être prise en photo pour un album de la maison, sourit à des anniversaires simples, fit la fête d'une manière enfantine, demandant à souffler des bougies entourées de personnes qui la protégeaient. Alexandre, lors d'une de ces fêtes, sentit la douceur d'un sourire qui n'était pas acquis, mais qui revenait. Il fut une fois encore confronté à la fragilité humaine. La joie retrouvée de son enfant ne pouvait effacer la douleur passée, mais elle lui donnait un sens à la lutte. La dernière scène de confrontation publique se déroula au cours d'une assemblée de charité organisée par la Fondation familiale. Ironie du sort. Camille, dans un dernier baroud pour sauver ce qu'il restait de sa réputation, pensa pouvoir retourner à son rôle. Alexandre, avec l'accord de Luc et du parquet, décida d'assister, mais avec un plan différent. Il n'avait pas l'intention d'instrumentaliser la tribune. Il voulait que la vérité s'impose par des faits, non par des cris. Avant la réunion, il demanda à Luc une copie des éléments validés par l'enquête. Il laissa que l'on fasse une présentation privée aux donateurs principaux, montrant les conséquences concrètes des actes que permettait la maison. Les réactions furent immédiates. Retrait de dons, annonce de retrait de soutien, démission de membres du conseil. Camille, assise dans la salle, sut que sa place se désagrégeait. Son monde social se délita sans violence spectaculaire, mais de façon définitive. La chute sociale fut réelle, mais hétérogène.
certains payaient plus cher que d'autres. Certains reçurent des sanctions professionnelles, d'autres des mesures civiles. Les pressions morales eurent un poids distinct selon les personnes impliquées. Alexandre refusait la satisfaction d'une démolition totale. Il voulait que la justice fasse son travail et qu'ensuite la maison redevienne un lieu où une enfant puisse grandir. Il savait que la réputation ne se rétablissait pas simplement, qu'une carrière pouvait se reconstruire, que la société avait la mémoire courte. Mais pour Lila, il souhaitait une chose, la sécurité. Les mois qui suivirent furent consacrés à l'avenir de l'enfant. La thérapie continua, la scolarité se stabilisa, les rituels familiaux revinrent. Alexandre fit le choix radical de réduire ses déplacements, de déléguer la plupart de ses affaires pour être plus présent. Il fit aménager la chambre de Lila, y collant des étoiles phosphorescentes au plafond, posant un rideau léger que la petite choisit elle-même. Rosa resta, non pas par devoir, mais par entente. Elle continua d'être une présence rassurante, et parfois, lors des soirées silencieuses, elle racontait à Alexandre des bribes d'une époque où la maison avait simplement été un foyer. Camille fut condamnée à des mesures judiciaires, qui comprenaient des amendes, des obligations de réparation civile et, selon les charges retenues, des peines avec sursis assorties d'un suivi. Sa vie sociale se réduisit, elle quitta la maison. Dans une des rares visites qu'elle fit, Alexandre lui confia, sans colère explicite, ce qui l'attendait, qu'elle reconnaisse le mal causé, qu'elle se retire et qu'elle laisse la maison à ceux qui voulaient vraiment la protéger. Camille repartit, silhouette courbée, mais toujours vêtue de soin. La justice, imparfaite, avait prononcé quelque chose, la société avait appliqué ses propres remous. Le policier, Luc, continua son travail sur d'autres dossiers, mais cet épisode resta pour lui une pièce à part. Il ne chercha ni récompense ni reconnaissance, son action se déroula dans la précision et la retenue. De temps en temps, Alexandre lui envoyait une lettre simple pour le remercier, pour lui dire que la petite reprenait goût à la couleur. Luc répondit par un mot bref, et par l'attention d'un homme qui aime moins les héros que les procédures bien faites. La maison reprit des couleurs progressivement. Les rideaux légers se mêlèrent aux fleurs neuves plantées par Lila et Alexandre. Ils plantèrent finalement un petit bosquet près de la fenêtre, où autrefois on avait placé la chaise interditive. Ce fut Lila qui choisit les fleurs, petite tulipe rose, un cœur d'annuel bleu et un rosier discret. Elle posa ses petites mains dans la terre, fit une boule compacte et laissa tomber les graines avec sérieux. Le geste était simple et portait le sens d'une vie que l'on recompose ainsi, grain par grain, parole par parole, confiance après confiance. Un soir, alors que le ciel se parfumait d'un crépuscule pâle, Alexandre prit Lila par la main et l'emmena près de la haie. Ils avaient préparé un petit rituel. Alexandre demanda à la thérapeute quelques mots pour expliquer la symbolique. Ils dirent ensemble « Nous plantons pour nous rappeler que la maison est à toi ». Lila, concentrée, enfonça la pelle, puis chercha l'ours au fond de sa niche et le posa près des pieds du rosier. Elle sourit, un sourire qui n'était plus hésitant. La reconstruction n'effaçait pas les cicatrices. Certaines nuits, des cauchemars revenaient. Parfois, Lila se réveillait en appelant papa dans un souffle. Alexandre allait la prendre, la replacer sous la couette, lui murmurait des histoires délivrées de violence et remplies de promesses. Le travail de la thérapeute continua pendant des mois, permettant à l'enfant d'apprendre à nommer, puis à laisser partir. Les retombées sociales laissèrent des traces, des carrières furent marquées, des alliances rompues, des réputations entamées. Mais la plus grande transformation se produisit dans la maison. Un endroit qui, auparavant, fuyait la lumière, avait maintenant des volets qui s'ouvraient au matin. Alexandre avait fait un choix radical et lent, ne pas permettre que la douleur de l'enfant soit sacrifiée pour la façade du pouvoir. Il avait choisi de rendre à Lila ce que l'argent et la force ne savent pas acheter, la sécurité et l'amour résolu. Quelques années plus tard, lorsque l'affaire s'était atténuée dans les chroniques, quand les pages avaient cessé d'y consacrer des colonnes entières, un dimanche d'avril, Alexandre et Lila organisèrent un petit moment d'anniversaire dans le jardin désormais fleuri. Ils invitèrent des voisins, la thérapeute, Rosa, quelques amis qui avaient tenu bon. Personne n'en fit un banquet. Ils prirent une tarte, des jus de fruits, et ils rirent de petites choses. Lila, qui avait appris à compter jusqu'à 10, souffla des bougies en choisissant de faire un vœu secret. Ensuite, elle courut pieds nus sur la pelouse, fit des bêtises innocentes et tomba dans un fou rire qui portait la promesse d'une enfance retrouvée. Ce jour-là, Alexandre regarda autour de lui. Le monde n'avait pas été épuré par une justice parfaite, et l'ombre de ce qui avait été se faisait encore sentir dans certains regards qu'il croisait. Mais dans le jardin, il y avait la réalité que l'argent et la puissance ne pouvaient voler, la présence d'une petite qui riait, protégée par des gestes constants, et la vérité rétablie par des procédures humaines. Il sentit que la maison, petit à petit, redevenait un foyer.
Sur la table basse, un petit carnet fut posé. Ce n'était pas celui de Rosa, mais un album de photos. Lila en train de planter, Lila lisant, Lila au parc. Alexandre mit une photo où l'on voyait l'ours neuf, intact, posé près d'une marguerite. Il se surprit à écrire, à voix basse, une ligne qui ne figura jamais dans des communiqués. « Nous avons choisi la loi et l'amour ». C'était une formule simple, qui n'effaçait rien, mais qui donnait sens à la route parcourue. Dans un dernier geste symbolique, Alexandre planta, aux abords de la porte d'entrée, un petit arbuste qu'il nomma « Mémoire ». Il n'était pas destiné à rappeler la honte, mais la vigilance. Il souhaitait qu'à chaque fois que quelqu'un franchirait la grille, il y ait un petit rappel vivant. Ici, une enfant avait été blessée et protégée, et que cela valait plus que toutes les apparences. La vérité, comme tout ce qui est humain, était imparfaite. Certaines personnes payèrent un prix élevé, d'autres reparurent ensuite. Certains eurent à payer des dettes morales qu'ils portèrent. La justice avait suivi son chemin, lente et parfois frustrante, mais capable de restaurer, ne serait-ce que partiellement, la dignité d'une enfant. Luc, discret, continua d'intervenir dans la cité, parfois seulement en souvenir d'une affaire où la loi avait agi comme un rempart contre l'impunité. Lila grandit, entourée d'une famille recomposée par le courage de quelques-uns et la ténacité de la loi. Elle apprit à sourire sans méfiance, à courir sans regarder derrière elle, à poser des fleurs sur la fenêtre et à aimer les soirs où la maison n'était plus un secret, mais un refuge. Les rideaux demeurèrent ouverts la journée, la musique, autrefois mise pour masquer des pas, devint un compagnon de fête. Rosa continua de s'occuper de la maison, non plus comme d'une gardienne d'ombre, mais comme d'une gardienne de chaleur. Alexandre trouva dans cette transformation une expiation plus douce que la vengeance. Si par cette histoire une chose doit rester claire, c'est que la protection d'un enfant passe par la loi et par des gestes communs, mesurés et constants. Il n'y a pas de raccourci salutaire dans l'indignation, il y a seulement des actions tenaces, menées avec le respect des droits et la fermeté des preuves. Un policier, oui, Luc, a changé le cours des choses parce qu'il a choisi la méthode, parce qu'il a permis à la justice de faire son travail, mais sans transformer le procès en spectacle. Si cette histoire vous a touché, considérez de soutenir dans la vie réelle des organisations de protection de l'enfance ou de vous informer sur les ressources locales pour signaler des situations à risque. La voix d'un témoin, une note prise dans le silence, peuvent suffire à empêcher qu'une autre petite main ne trempe dans une flaque, seule devant le monde.